Je sais pas si vous avez regardé cette vidéo qui a fait un buzz sur TikTok. Je sais que différents proches me l'ont envoyé pour me poser un peu la question, Muriel, qu'est-ce que t'en penses, ceci, cela. Je vous dis tout dans cet épisode. Et si jamais vous voulez cultiver et que vous ne savez pas combien une culture pourrait vous rapporter, je vous propose des mini-formations sur le calcul de votre bénéfice en cultivant le piment, le maïs ou la laitue. Les tarifs sont vraiment attractifs actuellement. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne Agro-Eden. Je suis Muriel, ingénieure agronome, membre de l'Ordre des agronomes du Québec et fondatrice de l'entreprise Agro-Eden au Cameroun. Rejoignez-moi pour des conseils afin d'optimiser vos projets agricoles. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer. Nous allons détailler les différents types de multiplication végétative, leurs intérêts, les types de plantes concernées et le mystère des fruits sans pépins. Lançons-nous dans le vif du sujet. La multiplication végétative, c'est une technique qui permet de propager les plantes sans l'utilisation de graines. Elle joue un rôle essentiel dans l'agriculture, l'horticulture, la préservation des espèces et la recherche scientifique. Quelles sont donc les principales méthodes de multiplication végétative? La première, c'est le bouturage. Cette technique consiste à couper un fragment de la plante mère, généralement une tige ou une feuille, et à le planter pour qu'il développe des racines et forme une nouvelle plante génétiquement identique. Le bouturage permet de propager des plantes ayant des caractéristiques désirables telles que des fleurs, des feuilles, des fruits ou une croissance particulièrement robuste. Voici une description plus détaillée du processus de bouturage. Vous commencez par sélectionner la plante mère. Vous choisissez une plante mère saine et vigoureuse à partir de laquelle vous souhaitez obtenir des boutures. Assurez-vous que la plante est exempte de maladies ou de ravageurs. Ensuite, vous prélevez les boutures. En fait, les boutures sont de petits morceaux de la plante mère qui peuvent provenir de différentes parties de la plante, notamment les tiges, les feuilles, les racines ou même les bourgeons. La méthode de prélèvement dépend de la plante spécifique que vous souhaitez bouturer. Par exemple, pour les plantes à tiges, vous pouvez couper une section de tige d'environ 5 à 15 cm de long. Tandis que pour les plantes à feuilles, vous pouvez prendre une feuille entière ou une partie de celle-ci. Rappelons qu'il est essentiel que les boutures soient en bonne santé et coupées proprement pour maximiser leurs chances de réussite. La préparation des boutures. Vous devez retirer les feuilles inférieures des boutures pour exposer une zone nue qui sera enfoncée dans le substrat. Cela réduit le risque de pourriture. Si la bouture est prélevée à partir d'une tige, il est préférable de couper la tige en biais sous un nœud, l'endroit où les feuilles étaient attachées pour favoriser la formation de racines. L'étape d'après, c'est l'enracinement. Les boutures doivent ensuite être placées dans un substrat approprié, généralement un mélange de terreau léger. Elles sont enterrées à une profondeur appropriée, de manière à ce que la zone nue soit enfoncée dans le sol. Les boutures sont ensuite arrosées avec soin pour maintenir une humidité constante sans pour autant les détremper. L'enracinement peut prendre plusieurs semaines à quelques mois selon le type de plante. Les soins post-bouturage. Et ça, c'est la dernière étape. Pendant la phase d'enracinement, veillez à fournir un environnement stable avec une bonne humidité et une lumière adéquate. Vous devrez peut-être couvrir les boutures d'un sac en plastique transparent ou d'un dôme pour maintenir l'humidité. Une fois que les racines se développent et que la bouture a poussé suffisamment, elle peut être transplantée dans un pot individuel ou en pleine terre pour sa croissance ultérieure. Il existe d'autres méthodes de multiplication végétative, notamment le marcottage. Pour le marcottage, nous allons nous intéresser à deux techniques, le marcottage simple ou le marcottage terrestre et le marcottage aérien. Le marcottage aérien est une méthode de multiplication végétative effectuée directement sur un arbre en ciblant des portions spécifiques de tiges ou de petites branches. L'objectif de cette technique est d'encourager le développement de racines adventives sur la tige en utilisant un dispositif de terre qui entoure cette zone, maintenu en place par un sac en plastique transparent. On peut choisir d'endommager légèrement la tige en pratiquant une annélation ou laisser la tige intacte. On met en place un épais bourrelet de substrat, terre noire, compost de feuilles de safoutier, tourbe, bref, ce que vous voulez. Le temps nécessaire à la formation de nouvelles racines varie en fonction de l'espèce et le succès de la méthode dépend de facteurs externes tels que l'humidité et la température,
ainsi que des caractéristiques propres à la plante, notamment son activité physiologique, son cycle de croissance et son âge. Une fois que les marcottes aériennes ont développé un système racinaire suffisamment solide, comptez un délai de 6 à 8 semaines, elles sont coupées en dessous du dispositif utilisé pour le marcottage du côté près du tronc de l'arbre. Il est important de retirer délicatement le dispositif en plastique et le ruban adhésif sans endommager la plante mère. Lors de la plantation des nouvelles plantules issues des marcottes, il est essentiel de conserver la motte de substrat intacte. Il est recommandé de les maintenir en pépinière pendant quelques semaines pour surveiller leur croissance et anticiper d'éventuels problèmes liés à l'environnement, sécheresse, température, etc. Si cela n'est pas possible, les marcottes devront être plantées en pleine terre pendant une période humide pour assurer un apport suffisant en eau aux jeunes plantes. Je vais vous parler du marcottage terrestre, mais je crois qu'il sera plus intéressant que vous vous dirigiez du côté d'Instagram. Je passe directement donc à la greffe. La greffe consiste à fusionner une partie d'une plante appelée greffon avec une autre appelée porte-greffe. Cette méthode permet de combiner les caractéristiques souhaitables du greffon avec la résistance ou la vigueur du porte-greffe. Elle est largement utilisée en horticulture pour différentes raisons, notamment pour produire des plantes qui conservent les caractéristiques souhaitables tout en profitant de la vigueur, de la résistance aux maladies, de la croissance rapide ou d'autres avantages offerts par le porte-greffe. Voici une explication détaillée du processus de greffe. Vous commencez par sélectionner le greffon. Le greffon est la partie de la plante que vous souhaitez propager. Il peut s'agir d'une branche, d'un bourgeon, d'un rameau, d'un œil, un petit bourgeon dormant, ou même d'une feuille, en fonction de la plante spécifique et de la technique de greffe utilisée. Le greffon est sélectionné en fonction de ses caractéristiques souhaitées, telles que la couleur des fleurs, la saveur des fruits ou tout autre trait particulier de la plante. Deuxième point, vous choisissez votre porte-greffe. Le porte-greffe, quant à lui, est la plante haute sur laquelle le greffon sera greffé. Le choix du porte-greffe est crucial car il détermine en grande partie la vigueur, la résistance aux maladies et la croissance de la nouvelle plante. Il est sélectionné en fonction des besoins spécifiques de la greffe. Par exemple, on peut choisir un porte-greffe qui résiste aux maladies du sol ou qui favorise la croissance rapide. Par la suite, vous allez préparer votre greffon. Le greffon est préparé en taillant proprement la partie que vous souhaitez greffer. La coupe est généralement réalisée en billet pour augmenter la surface de contact entre le greffon et le porte-greffe. Certains types de greffes, comme la greffe en écusson, impliquent la découpe d'un bourgeon entier plutôt que d'une tige. Par la suite, préparez le porte-greffe. Le porte-greffe est préparé en effectuant une coupe ou une incision spécifique pour recevoir le greffon. Cette coupe est adaptée à la méthode de greffe choisie. Le porte-greffe doit être compatible avec le greffon en termes de diamètre et d'espèce. Après ça, vous allez procéder à l'assemblage. Le greffon est ensuite soigneusement attaché au porte-greffe. Cela peut être fait de plusieurs manières, selon la méthode de greffe choisie, comme la greffe en fente, la greffe en écusson, la greffe en couronne, etc. L'objectif est de permettre un contact étroit entre les tissus du greffon et du porte-greffe pour favoriser la fusion. Après ça, vous allez protéger la greffe. On utilise souvent du ruban de greffage ou de la cire pour sceller les points de contact. Cela empêche également l'entrée d'agents pathogènes. Une fois la greffe effectuée, il est essentiel de fournir les soins appropriés tels que l'arrosage, la protection contre les intempéries et l'entretien. La greffe prendra un certain temps pour que les tissus du greffon et du porte-greffe fusionnent, formant ainsi une nouvelle plante. Autre technique de multiplication végétative, la division. La division, elle, concerne la séparation de touffes de plantes en plusieurs parties, chacune capable de devenir une nouvelle plante. Cette méthode est couramment utilisée pour les plantes vivaces, en particulier celles qui ont une croissance dense sous forme de touffes. Voici plus de détails sur le processus de division des plantes. Vous commencez par choisir une plante mère vivace qui a atteint une certaine taille et qui est suffisamment développée pour être divisée. Il est préférable de réaliser la division à l'automne en Occident, lorsque la plante rentre en phase de repos végétatif. En zone tropicale, généralement pour faire simple,
Comme les écarts de température ne sont pas aussi flagrants qu'au nord, le repos végétatif intervient avant la période de floraison. C'est plus compliqué à identifier car il faut savoir exactement quand l'arbre ou le végétal va faire des fleurs. La deuxième étape, c'est de déterrer soigneusement la plante mère pour exposer ses racines et sa base. Cela peut être fait avec une pelle ou une fourche de jardin en veillant à ne pas endommager les racines. Troisième étape, c'est de séparer les sections. Une fois la plante déterrée, vous pouvez séparer la touffe en plusieurs sections distinctes. Vous pouvez utiliser vos mains, une pelle, un couteau de jardin ou des outils spécialement conçus pour diviser les plantes, en veillant à ce que chaque section ait suffisamment de racines et de tiges pour assurer sa survie. Ensuite, vous préparez les sections. Avant de replanter les sections préparées, vous pouvez couper ou tailler les feuilles et les tiges pour réduire la perte d'eau par transpiration. Assurez-vous que les racines sont intactes et en bonne santé. Chaque section séparée est ensuite replantée dans un emplacement approprié, soit dans des pots individuels, soit directement en pleine terre en fonction de vos besoins. C'est vous qui voyez. Il est important de les planter à la même profondeur qu'elles se trouvaient dans la plante mère. Après donc la division, les nouvelles plantes auront besoin de soins particuliers pour s'adapter à leur nouvel environnement. Cela peut inclure un arrosage régulier, un paillis pour conserver l'humidité et une protection contre les intempéries. Assurez-vous de surveiller attentivement les nouvelles plantes pendant leur période de rétablissement. Quels sont ses avantages? Première chose, elle permet de conserver des traits désirables. L'un des principaux avantages de la multiplication végétative, c'est qu'elle a la capacité de conserver les caractéristiques souhaitables d'une plante mère, telles que la résistance aux maladies, la productivité ou les caractéristiques esthétiques. La deuxième chose, c'est le gain de temps. La multiplication végétative est souvent plus rapide que la propagation par les graines, permettant d'obtenir des plantes matures plus rapidement. Ensuite, le troisième point, on dit souvent que le temps c'est de l'argent, donc l'amélioration de la rentabilité. En évitant le besoin d'acheter des graines et en réduisant le temps nécessaire pour atteindre la maturité, la multiplication végétative peut améliorer la rentabilité des cultures et de l'horticulture. Le quatrième point, c'est la reproduction de plantes stériles. Certaines plantes, comme les bananiers, dont les fleurs mâles sont stériles, ne produisent pas de graines. La multiplication végétative est donc la seule méthode viable pour les propager. Le cinquième point, c'est la conservation de variétés anciennes et rares. La multiplication végétative permet de conserver des variétés anciennes et rares de plantes qui pourraient être perdues si elles étaient reproduites uniquement à partir de graines. Le sixième point, c'est la production de clones. Les entreprises horticoles et agricoles utilisent la multiplication végétative pour produire en masse des clones de plantes spécifiques qui ont des caractéristiques commercialement souhaitables comme des fruits sans pépins ou des arbres fruitiers nains. Septième et dernier point, c'est le contrôle de la qualité. La multiplication végétative permet un contrôle plus précis de la qualité des plantes reproduites car elle garantit que les plantes filles sont identiques à la plante mère en termes de caractéristiques génétiques. Maintenant qu'on a vu les avantages de la multiplication végétative, forcément vous comprenez qu'elle comporte certains inconvénients. Le premier, ça va être le manque de diversité génétique. L'un des inconvénients majeurs de la multiplication végétative, c'est qu'elle produit des plantes génétiquement identiques à la plante mère. Cela veut dire que les nouvelles plantes n'apportent pas de diversité génétique, ce qui les rend vulnérables aux maladies, aux ravageurs et aux changements environnementaux. Les plantes issues de la multiplication végétative sont des clones et partagent les mêmes prédispositions génétiques. Deuxième point, c'est le risque de propagation de maladies. Si la plante mère est porteuse de maladies ou de parasites, ces problèmes peuvent être transmis aux plantes filles lors de la multiplication végétative. Il est essentiel de veiller à la santé de la plante mère avant de réaliser la multiplication. Troisième point, c'est le coût de production élevé. La multiplication végétative peut nécessiter des installations spécifiques, des procédures minutieuses et un entretien constant pour réussir. Par conséquent, les coûts de production peuvent être plus élevés que la propagation à partir de graines, surtout pour les cultures en grande échelle. Quatrième point, la limitation de la diversité des variétés. Cette méthode limite la variété des plantes que l'on peut produire.
Les plantes issues de la multiplication végétative conservent les mêmes caractéristiques génétiques que la plante mère, ce qui peut limiter la sélection de nouvelles variétés et la création de plantes adaptées à des conditions changeantes. Cinquième point, la complexité de certaines méthodes. Certaines techniques de multiplication végétative, on les a déjà citées, telles que la greffe ou le marcottage, peuvent être complexes et nécessitent une formation adéquate pour être réalisées avec succès. La perte de vigueur avec le temps, c'est le sixième point. Dans certains cas, les plantes issues de la multiplication végétative peuvent perdre de leur vigueur au fil des générations, ce qui peut affecter leur qualité et leur rendement. Il est important de noter que ces inconvénients ne s'appliquent pas à tous les types de plantes, ni à toutes les situations. La multiplication végétative peut être une méthode extrêmement utile dans de nombreuses circonstances, mais il est essentiel de peser ses avantages par rapport à ses inconvénients en fonction des besoins spécifiques de chaque culture ou de chaque plante. Maintenant, quelles sont les plantes qui sont concernées par la multiplication végétative? On a un large éventail. On va parler en premier des plantes ornementales. Beaucoup de plantes d'intérieur telles que les orchidées, les ficus, ainsi que les plantes de jardin sont multipliées avec succès par des méthodes de multiplication végétative pour préserver leurs caractéristiques. On peut citer aussi les roses, les bégonias ou l'aloe vera. Les arbres fruitiers, eux, peuvent être multipliés par bouturage, greffe ou marcottage pour maintenir la qualité de leurs fruits. C'est le cas par exemple de la mangue qu'on va pouvoir greffer, des bananes qu'on va diviser avec des rejets. Je pense notamment à la méthode du pif qui a été mise au point au Cameroun. On pourra en parler une prochaine fois hein, si vous le mettez en commentaire. N'hésitez pas à me l'écrire. La papaye avec un bouturage, le cacaoyer avec un bouturage également. Là-dedans, il faut aussi compter les plantes aromatiques et médicinales. Alors, les herbes médicinales comme la menthe et le basilic sont souvent multipliées de manière végétative pour garantir la puissance des composés médicinaux. La citronnelle peut aussi être multipliée par division de touffe. La dernière partie, c'est les mystères des fruits sans pépins. Alors, les fruits sans pépins, tels que les raisins de table sans pépins ou les pastèques sans graines, sont une curiosité botanique. L'absence de pépins ou de graines dans les plantes peut sembler constituer une impasse dans l'évolution, car cela signifie qu'il n'y a plus de possibilité de reproduction. Mais il faut comprendre qu'au fil de la domestication, l'homme a délibérément sélectionné des variétés de plantes produisant des fruits sans graines ou avec moins de graines. Cette sélection a profité aussi bien aux consommateurs qu'aux producteurs. En effet, les fruits sans graines offrent une expérience de dégustation plus agréable entre guillemets, avec moins de graines dures, tandis que les producteurs bénéficient d'une augmentation du rendement. En plus de tout ça, le métabolisme de la plante se concentre davantage sur sa croissance que sur sa reproduction. Dans la nature, l'apparition de fruits sans pépins peut être rarissime, mais ce n'est pas totalement inhabituel. En fait, les oranges ne présentant pas de pépins sont un cas particulier d'absence naturelle de graines. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il s'agit d'une mutation spontanée qui a été identifiée il y a environ 2 siècles et qui a donné naissance à un type de fruit sans graines. Les cultivateurs d'agrumes ont perpétué cette caractéristique en greffant des rameaux sur des porte-greffes, permettant ainsi de préserver cette particularité de génération en génération. Typiquement, chez AgroEden, nous avons une variété de citron qui n'a pas de graines, mais ça fait de très très bons citrons. Certaines espèces de fruits ont été sélectionnées de manière empirique par l'homme pour leur absence de pépins, donc en expérimentant et en observant. Les bananes, certains citrons verts, comme je vous disais, chez AgroEden, certaines pastèques que nous consommons, sont des exemples de ces variétés qui produisent des fruits sans pépins. Certaines personnes peuvent s'en réjouir parce que les bananes sauvages étaient très fournies en pépins, proches du non comestible. Aujourd'hui donc, ces plantes sont stériles et ne peuvent être multipliées que par des méthodes de multiplication végétative telles que le bouturage, le greffage ou marcottage comme nous l'avons vu précédemment. Il existe sinon des hormones capables de freiner la formation des pépins. Pour le raisin, il faut enduire le cèpe de l'hormone végétale qu'on appelle l'acide gibérellique. Et pour obtenir le même résultat chez la tomate, il faut pulvériser de l'auxine sur les fleurs avant que ne se forment les fruits. En conclusion donc, la multiplication végétative est une technique polyvalente qui offre de nombreux avantages dans l'agriculture, l'horticulture,
la préservation des espèces et la recherche scientifique. Elle permet la conservation de caractéristiques souhaitables, le gain de temps, la reproduction de plantes stériles, la préservation de variétés anciennes, la production de clones, le contrôle de la qualité et l'amélioration de la rentabilité. Mais il faut malgré tout reconnaître qu'il existe des inconvénients liés à la multiplication végétative, notamment la perte de diversité génétique, la sensibilité aux maladies, la difficulté de propagation de certaines espèces et les coûts associés à certaines techniques. Ces inconvénients ne doivent pas être sous-estimés car ils peuvent représenter des défis importants selon les contextes. Il est encourageant de constater que la recherche et la technologie s'efforcent de résoudre malgré tout certains de ces problèmes, ouvrant ainsi la voie à des améliorations continues dans le domaine de la multiplication végétative. Personnellement, je prône l'agriculture naturante, encore une fois, vous me connaissez, le respect et la perpétuation de pratiques anciennes qui ont fait leurs preuves, qui sont efficaces aujourd'hui parce que réadaptées, actualisées, modernisées. Je pense qu'il ne faut pas se montrer rétrograde, mais composer avec tous les éléments dont nous disposons. Et surtout, faites attention à ce que vous lisez et entendez sur les réseaux. Il faut parfois y mettre de la nuance. C'est tout pour cet épisode sur la multiplication végétative. J'espère que j'aurai répondu aux diverses interrogations de mes proches. D'ailleurs, je te salue, Rélia. N'hésitez pas à me dire si certaines infos vous échappent, des aspects qui n'ont pas été clairs éventuellement. Maintenant, pour les habitués, vous connaissez le refrain, Je vais quand même vous le refaire. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, mais aussi Spotify, la plateforme de podcast. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous.